je travaille en tant que médecin à l'hôpital, donc je m'occupe de patients. J'ai travaillé dans des services COVID, mais là actuellement dans un service non COVID. Mais je participe aussi à la planification des opérations en réponse à l'épidémie. Donc, de réfléchir sur comment on va anticiper, enfin, anticiper et prévoir comment réagir aux demandes qui vont des patients qui arrivent. C'est capital du leadership, c'est clair. Euh, le, le deuxième La deuxième chose qui m'a vraiment frappé, et ça c'est beaucoup plus extrême, si on peut dire, que ce que j'ai pu voir ailleurs, notamment avec Ebola, c'est la surcharge juste incroyable d'informations, l'incapacité à digérer. On fonctionne complètement dans du verbal, réunion après réunion, parce qu'il faut réajuster une machinerie d'une complexité qu'on ne peut pas imaginer. Mhm. Et donc, c'est vraiment the fog of war. On est vraiment dans le brouillard, en fait. Pas parce qu'on ne sait pas, mais parce qu'on sait trop. Il y a trop d'informations à digérer. Et c'est vraiment, et c'est comme ici, en fait, je suis dans le placard de la direction, literally, dans un placard de bureau de la direction et les gens autour de moi, je ferme toutes les portes parce que tout le monde est sur des réunions de Zoom, deux à la fois toute la journée. Et puis Ah, c'est ça se ça. parle entre nous pour faire circuler l'information. Donc ça c'est quand même assez fascinant. On n'a pas, je pense que dans une vraie guerre, enfin l'armée, ils ont des systèmes pour gérer l'information. Nous on n'a pas. Mhm. Et donc, on est overwhelmed, on est dépassé par toute l'information. Et donc, on navigue presque inconsciemment. C'est vraiment un peu comme les psychanalystes, une écoute avec la troisième oreille où on absorbe de l'information sans la process it, sans la processer cognitivement, parce qu'on sait que peut-être on en aura besoin plus tard. Euh, Troisième chose, qui me, qui me frappe surtout aujourd'hui, c'est euh, quand on pense à la crise ou l'urgence, on pense à quelque chose de très dramatique qui arrive rapidement. Un avion s'écrase, tout d'un coup, il y a trente blessés ou 40 ou 50 blessés aux urgences, genre un mass casualty event. Puis moi j'en ai connu des mass casualty events et effectivement, ça dure quelques heures. Et c'est rapide et on est sur l'adrénaline et puis tout le monde s'agite. Et c'est très clean, on peut dire. C'est très propre parce que ça commence et ça finit. Mais en fait, une pandémie, on ne sait pas quand ça a commencé, on ne sait pas quand ça va finir et on est pas dans l'urgence comme aujourd'hui, la situation que je te décrivais où on se rend compte que on sera dans une situation pour l'avenir prochain, pour les jours, semaines, mois, on ne sait pas, où on pourrait recevoir 10 à 20 patients par jour à hospitaliser, mais on ne sait pas. Donc, c'est cette incertitude constante et le sens qu'on peut jamais revenir à la normale, parce qu'il y a toujours un nouveau truc qui arrive. Donc, ça, c'est les choses qui me frappent Mhm. aujourd'hui. Oui, certainement. Il y a la satisfaction. Quand je suis arrivé, je pense que j'étais celui qui était le plus pessimiste et qui a un peu insisté pour qu'on prévoie pour recevoir des patients par centaines. Et puis, puis, euh, et puis, on a fait des plans en conséquence, notamment sur la transformation des unités d'hospitalisation en zone rouge, tout ça. Donc, tout ça, ça a été fait. Et puis, on voit très bien que ça a été, c'est ça qu'il fallait faire. Donc, ça, c'est une satisfaction. La deuxième, c'est une satisfaction humaine d'avoir, enfin,
quand les familles viennent plus voir les patients. Donc, c'est une médecine un peu différente de ce qu'on appelle les familles. Et les familles sont tellement reconnaissantes de ce contact avec le médecin. Et puis, c'est en fait beaucoup plus difficile, comme moi j'ai trouvé comme médecin, parce que les familles qui viennent visiter, on rentre dans la chambre, on dit bonjour, votre grand-mère va bien, et puis on se casse. Enfin, c'est relativement. Mais là, il faut gérer toute la distance et l'angoisse des familles. Donc, c'est très éprouvant, mais c'est très enrichissant aussi. Et finalement, le sens d'un travail d'équipe. Là, j'ai vraiment retrouvé une ambiance de médecine humanitaire, hein. C'est-à-dire que les gens travaillent ensemble, ils sont enthousiastes, ils veulent. Et ça, c'est vraiment très agréable. Justement, je crois déjà, j'ai peut-être les trois trucs que j'ai appris, c'est vraiment des choses que j'ai vues aussi avec Ebola. Le leadership, parfois la surcharge d'informations, l'impression de ne pas complètement maîtriser. Et aussi avec Ebola, c'est que l'impression que ça finit jamais, quoi. On s'imagine toujours que ça va se régler dans une semaine, un mois, et puis on se retrouve 6 mois plus tard. Ça, c'était le cas dans les deux épidémies, Afrique de l'Ouest et Congo. Donc, ça monte très vite et après, ça met très longtemps à descendre. Euh, mais en termes de santé mondiale, c'est vraiment, si j'ose dire, c'est vraiment passionnant parce que c'est la première fois qu'au Canada, j'ai vu la pertinence d'une expérience en santé mondiale. Alors, premièrement, euh, vraiment sur des trucs très, très pratiques de comment gérer le flux de patients, de soignants, comment gérer la prévention, contrôle des infections. Euh, je veux pas dire qu'on est à l'ouest ici, c'est pas vraiment ça, mais on n'est pas du tout. On est vraiment, il y a plein de choses qui nous manquent. C'est-à-dire que quand on a fait Ebola, il y a plein de choses pratiques que moi, je pensais que tout le monde savait. Enfin, c'est tellement des choses évidentes quand on les fait sur place que mais on se rend compte qu'ici, les gens n'y ont même pas pensé. Par exemple, donner un exemple très simple. Avec Ebola, on réfléchit beaucoup au circuit du soignant pour la décontamination, habillage, déshabillage. Ici, on n'y pense pas, pas du tout. Le modèle, c'est qu'on doit se protéger du patient. Donc, c'est des trucs comme ça où on voit vraiment que on a des expériences en santé mondiale qui sont pas juste utiles, mais qui sont indispensables. Je vous donne un autre exemple. Quand on se met en PPE, c'est-à-dire en protection, on se protège pour ne pas être contaminé par le patient. Mais en fait, on ne se protège pas complètement. C'est-à-dire qu'on change. Le moment de risque, il n'est plus le temps qu'on passe avec le patient, c'est quand on va se déshabiller. Vous comprenez? Donc, chaque fois qu'on se déshabille, on se met à risque. Donc, il faut faire très attention. Dans la gestion de l'épidémie au Québec, on a tout conceptualisé. On voit très bien. Le modèle était de prendre en charge les patients dans des chambres à pression négative. Or, il y en a quoi? Quelques centaines au Québec. Et c'est un choix qu'on peut comprendre très bien en début d'épidémie, mais qui n'a aucun, enfin, qui n'est pas sustainable quand il y a une pandémie. Mais tout a été organisé en fonction de ça. Alors, on se rend compte que les soignants, en fait, ils se mettaient à risque beaucoup parce que dans les chambres à pression négative, il fallait rentrer, s'habiller, rentrer, se déshabiller. Aller à la prochaine chambre. Et en fait, une infirmière va se déshabiller 7 ou 8 fois par quart de travail, ce qui est juste insensé. Quand on fait Ebola, on se rend compte, évidemment, on ne pourrait jamais faire ça. Mais on n'y a pas pensé parce qu'on pensait juste en termes de pression négative et vous voyez. Et bon, on a changé tout ça évidemment parce que dès que je l'ai expliqué, tout le monde a compris dans une fraction de seconde, ce qui est un peu
qu'est-ce qu'on a fait? Mais c'est normal parce qu'on a, tu sais, on était dans un paradigme. L'autre chose qui m'a frappé, c'est que, évidemment, en santé mondiale, on a l'habitude de réfléchir avec la contrainte, qu'il n'y aura pas assez de choses, que logistiquement, c'est compliqué, qu'il y a le wash. Évidemment, ici, on n'a jamais connu ça. Donc, quand quelqu'un comme moi arrive et dit il faut construire des portes là et faut changer, il faut faire des délestages de tâches pour qu'on puisse faire plus. C'est vrai qu'au début, on me regarde comme si je suis fou. Deuxième jour, on dit oui, c'est peut-être pas si bête comme idée. Et le troisième jour, on est en train de mettre en œuvre. Donc ça, c'est un truc qu'on voit, que je trouve institutionnellement a été très intéressante. Comment le blocage, si je ne veux même pas dire blocage, mais c'est pas que les gens ne voient pas ou ne comprennent pas ou sont pas intelligents, mais on est dans une espèce de culture qui nous empêche et puis, mais dès que on est dans la contrainte, dès qu'on voit les patients arriver, hop, tout saute. Et c'est incroyable de voir comment le SUS, l'hôpital, gère en ce moment la crise des CHSLD, à mettre des équipes qui partent à 20 ou à 30, investir un CHSLD avec ces opérations quasi militaires. Mais j'aurais jamais pensé voir ça ici. Donc les gens sont capables, mais il faut juste ce petit déclic. Et puis là, ça part tout seul. Interminable. Je crois je sais pas. Tous les jours, j'ai l'impression que ça va basculer, qu'on est dans un moment de basculement. Donc je sais pas. En fait, je ne sais pas parce qu'on se fait chaque fois, on imagine et puis c'est pas ça. Au début, on voyait énormément de patients en soins intensifs, en réanimation, un tiers. Bon, ces patients ont disparu. Ils sont tous guéris, partis. Maintenant, on a des personnes des CHSLD. Je ne sais pas ce que va nous réserver les prochaines semaines, mais les tendances que je vois se dessiner, c'est euh, on arrive un peu à l'épuisement du premier sprint et au moment où il faut commencer à vraiment changer à travers tout le système, la façon de conceptualiser. Pour moi, bon, je le dis depuis le début, mais maintenant, je crois qu'on le voit plus clairement. C'est une crise humanitaire. Une crise humanitaire, ça veut dire, c'est quoi? Enfin, on connaît très bien les critères. Hein, c'est augmentation de la mortalité dans des groupes vulnérables, blablabla. Ben, nous sommes dans des critères. Nous avons une augmentation de la mortalité chez des personnes vulnérables qui sont pas, qui va continuer si on ne fait pas quelque chose à échelle populationnelle et rapidement. Donc là, on va voir, mon expérience jusque-là me dit que on va le comprendre éventuellement, qu'on a déjà compris à certains niveaux, mais que ça a encore cristallisé. Mais quand ça va arriver, je crois qu'on va voir, j'espère qu'on va voir des choses bouger beaucoup. Mais dans le moyen terme, je crois qu'il va y avoir beaucoup de fatigue, de lassitude qui vont commencer à s'installer dans un mois ou deux. Parce qu'on s'imagine toujours que c'est juste une urgence, ça va durer quelques semaines, quelques mois, et puis on va réaliser que ça va continuer comme ça pour l'avenir, pour 1 à 2 ans. Puis là, les gens vont être juste, ils vont perdre un peu le courage, je pense. C'est ce que je crains. J'ai aucune idée, honnêtement. Là, je suis, j'ai certainement aucune perspective parce que j'ai jamais connu ça dans des pays du Sud. Enfin, on commence à apprendre, mais ce qui se passe, mais je crois que, par exemple, en Afrique, on a fait les choses, ça a été inversé. C'est-à-dire qu'on a fait les confinements avant, il semblerait-il, avant que l'épidémie se soit propagée, avec un coût économique énorme pour les gens. Comme on sait, c'est des gens qui sont surtout en économie informelle, etc.
Donc, j'ai aucune idée. J'ai aucune idée ce que ça va. Je crois qu'il va falloir qu'on va découvrir. Mais il y a un truc qui m'a frappé ici et en Europe, c'est que une des choses que le système de santé fait, c'est qu'un système de santé plutôt, c'est une scène, vous comprenez, sur laquelle se joue l'épidémie, sur laquelle ses effets sont visibles, sont dramatiques, sont portés à l'attention du public. Alors, qu'est-ce qui arrive quand le système de santé est beaucoup moins développé? Je ne sais pas. Ce sera jamais terminé. Enfin, ce sera pas clair quand ce sera terminé. Mais non, moi, je vais plus avec des, des contraintes extérieures, c'est-à-dire le retour à l'enseignement. Enfin, c'est le calendrier du déconfinement, hein, c'est le retour aux cours, c'est tout ça. Mais je ne tarderai pas à prendre ma retraite, en tout cas. Parce qu'avec ça va, quoi. C'est peut-être pas diplomate de le dire comme ça, mais cette épidémie, c'est passionnant pour des gens qui sont de la santé publique parce que tout est là. Je veux dire, tous les trucs qu'on a appris, l'épidémiologie, la surveillance, les modèles mathématiques, les systèmes de santé, je veux dire, tout est là avec une richesse et une intensité enfin, juste extraordinaire. Et puis c'est vrai que quand on peut un peu geeker là-dessus, quoi. Je me retrouve tard le soir à discuter pendant des heures, je pense comme beaucoup de nos auditeurs, sur l'immunité collective. Alors c'est vraiment passionnant. Et c'est un moment qui va marquer une génération. C'est un moment je ne pense pas qu'il va transformer la santé publique. Je pense que c'est la santé publique qui va transformer tout. Santé publique dans le sens le plus large, hein, en allant de la toxicologie et la santé environnementale, enfin, on a déjà vu comment tout ça. Et en fait, c'est tellement énorme et riche on arrive juste à effleurer la surface de ce qui est passionnant. Moi, j'ai comment dire, une inquiétude, c'est qu'on voit déjà se dessiner pour moi, une fausse opposition entre les gens qui sont de la santé publique, qui sont pour sauver des vies, le confinement, et les gens qui sont pour l'économie et les jeunes et tout ça. Et c'est un faux débat, évidemment, où c'est très caricatural, c'est très superficiel, parce que enfin, c'est comme défaire une omelette, quoi. Les deux sont liés. Mais dans cette réaction contre la santé publique, on a tendance à caricaturer la santé publique comme étant euh, les ayatollahs d'une espèce d'un moralisme, la vie avant tout, etc., etc. Et je crois que nous qui sommes... Alors, moi, je ne m'identifie pas en temps normal de la santé publique. Je suis médecin, je suis anthropologue, mais je suis dans cette grande communauté de gens qui pensent que la santé, c'est important et que la santé, c'est pas juste donner des médicaments à un patient, c'est beaucoup, 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 beaucoup plus d'autres choses. Et je crois que nous, c'est un peu un moment peut-être de victoire pour nous, pas de victoire contre l'épidémie, mais comment on veut dire, de vindication, on dirait en anglais, que finalement on se dit, ah oui, ça sert à quelque chose, ce que tous ces gens-là font. Mais je crois qu'on doit être très humble, on doit être très modeste et on doit, enfin, moi, l'inquiétude que j'ai, c'est on soit vite caricaturé par des gens qui sont des moralistes de la vie, etc., qui sont des gens qui disent aux gens de pas fumer, et pas de jouir de la vie et tout ça. Et je crois que
c'est un travail important qu'on doit faire de communiquer pourquoi ce qu'on fait est important dans toute la richesse humaine que est la vie humaine. Euh, le confinement, enfin, il y a un philosophe italien qui s'appelle Agamben, Giorgio Agamben, qui a, bon, c'est un peu long à expliquer, mais qui a essentiellement critiqué, été critique de tout ce qu'on fait autour de coronavirus en disant c'est un retour à une espèce de vie de troupeau. Il n'y a que la vie biologique qui compte, il n'y a pas la vie sociale. On protège, c'est d'un égoïsme, on protège juste sa vie, etc. Et on détruit la société. Et je trouve que c'est au contraire, et d'autres l'ont dit, c'est le confinement, la distanciation sociale, et ça c'est très, je crois que c'est très important. On le fait pour protéger les autres, donc c'est assez extraordinaire. Les gens se privent pour protéger les autres. Et ça, c'est dans ce sens-là que la santé est publique. C'est ce qu'on fait pour les autres. C'est ce qu'on fait pour vivre en communauté, pour vivre entre nous. Et ça, je crois que c'est un message qu'il ne faut pas qu'on oublie.